Coucou, trop Coucou, tard. bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Je suis en compagnie une nouvelle fois de Christopher et Ismaël pour une seconde vidéo sur le Semantic Link, cette fois-ci un peu plus avancée. On a vu dans une première vidéo l'introduction au Semantic Link. Donc, pour rappel, les data scientists, via les notebooks en installant la librairie Semantic Link, peuvent maintenant interagir avec aussi bien tous les workloads de Microsoft Fabric, mais aussi maintenant donc des sémantiques modèles Power BI, donc ce qui permet d'unir le data scientist avec les travaux du data analyst. On est vraiment dans une plateforme là unifiée. Tout à fait, on l'a vu, j'ai d'abord eu un data analyst qui a créé plusieurs sémantiques modèles, avec bien évidemment des tables, des relations entre les tables, des mesures, etc. Ensuite, on est passé du côté data scientist ou analytics engineer dans un notebook Python, où on est d'abord allé explorer nos modèles sémantiques, c'était la liste des tables, des relations, des mesures, accéder aux données. On a utilisé des outils qui sont normalement vraiment du monde data science pour pouvoir explorer les données, notamment créer des graphiques avec la librairie Seaborn. Et puis pour finir la boucle, la petite boucle, eh bien, on a utilisé Power BI à l'intérieur d'un notebook Python pour afficher des données d'un data frame qui a été généré par un data scientist. Là, c'était la petite boucle, mais peut-être que cette vidéo, on peut faire la grande boucle. Alors, on va mettre notre casquette de data scientist pour voir comment on peut utiliser Semantic Link dans un scénario un petit peu plus avancé que ce qu'on a vu dans la première vidéo. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est que on peut utiliser Spark et donc des requêtes SQL pour venir interroger les données qui sont dans notre modèle sémantique. Alors, pour cela, il y a une petite configuration à faire. C'est cette ligne-là de configuration qui permet en fait d'indiquer à la librairie Semantic Link qui est embarquée dans le moteur Spark de Microsoft Fabric eh bien, de se connecter au catalogue Power BI, donc à la liste des modèles sémantiques qu'on a à l'intérieur de nos workspaces. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, en fait, on va pouvoir interroger une sorte de vue de management pour avoir la liste des tables qui sont et des colonnes qui sont disponibles en fait dans notre modèle sémantique. Donc là, on voit, si je prends le short model qu'on avait utilisé dans la première vidéo, et bien qu'on retrouve nos deux tables shorn et shorn clean qu'on avait dans notre modèle sémantique. Et puis bien évidemment, une fois qu'on avait fait qu'on a ça, eh bien on peut faire des requêtes SQL directement sur notre modèle sémantique en Spark. Donc là, on a une requête select étoile, vraiment le hello world de la requête, mais bien évidemment, on peut faire des requêtes un petit peu plus complexes, notamment des requêtes qui incluent des mesures. Et donc de pouvoir recruter à la fois les colonnes et les mesures que l'on a dans notre modèle sémantique directement en SQL. Voilà. C'est vrai qu'en fonction, souvent les data scientists utilisent Python, mais ça peut arriver qu'on peut avoir une préférence pour SQL, et c'est tout à fait possible de le faire avec Semantic Link. Maintenant, on va passer à la partie machine learning. Donc, toute l'idée de Semantic Link dans ce cas d'usage, c'est, comme on l'a dit lors de la première vidéo, que finalement, le data analyst, il ou elle est souvent proche du métier, et deux, il y a tout un travail sur la qualité de la donnée, sur l'alimentation des modèles sémantiques qui a été fait en amont avant de pouvoir faire un rapport Power BI. Et donc, on se retrouve finalement normalement avec une très grande qualité des données dans le modèle sémantique et surtout des données qui ont un sens pour le métier. Et c'est souvent le métier qui va demander quelque chose au data scientist, par exemple de calculer une prévision de vente, une prévision de churn de clients, etc. Et donc du coup, toute l'idée de Semantic Link, c'est au lieu que le data scientist revienne au point d'origine de la donnée, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, où le data scientist va aller lire les données qui sont dans le data lake, refaire tout le processing, recalculer les mesures métiers en Python, alors qu'elles existent déjà en DAX dans le modèle sémantique, eh bien le data scientist va pouvoir se brancher directement à ce modèle sémantique. Ce qui fait aussi dans la vie d'un projet que si par exemple on change une notion métier, une métrique, la définition d'une métrique métier, eh bien le data analyst
va changer la requête tax, et le data scientist va juste mettre à jour son modèle. Pas besoin de recoder quoi que ce soit côté Python. Alors, si vous découvrez la partie machine learning, et notamment la partie machine learning au sein de Microsoft Fabric, je vous ai préparé une petite note visuelle pour vous donner une très rapide introduction. Comment ça se passe, l'entraînement d'un modèle de machine learning? Tout d'abord, on va créer un notebook et récupérer les données. Donc ici, au lieu de lire une table Spark, lire des fichiers dans le data lake, on va lire les données dans le modèle sémantique. Ensuite, on va démarrer une expérimentation. C'est souvent rare que du premier coup, on tombe sur le modèle le plus performant. Et donc souvent, ce que l'on va faire, c'est que l'en fait, on va entraîner différents modèles avec différents paramètres. Et ensuite, on a des critères, des mesures d'évaluation de la performance du modèle. Et donc, une fois qu'on a choisi le meilleur modèle, on va publier ce modèle et c'est lui qu'on va utiliser. Donc, on va faire tout ça directement dans le notebook avec des données qui proviennent de notre modèle sémantique. Donc, la première étape qui est récupérer les données du modèle sémantique, c'est extrêmement simple avec Microsoft Fabric et Semantic Link, puisqu'il suffit de faire Fabric Read Table avec le nom de notre modèle sémantique et le nom de la table. Et c'est tout. Et ce qu'on obtient, c'est un data frame, donc un data frame Panda qui va pouvoir être utilisé par à peu près toutes les librairies de machine learning qui existent sur la planète, puisque ce sont toutes alignées globalement sur ce standard. Et donc, on n'a rien de particulier à faire. On récupère un data frame prêt à l'emploi pour l'entraînement de machine learning. Ensuite, on rentre dans la partie vraiment machine learning. Et là, il n'y a plus vraiment l'utilisation de Semantic Link, avec MLflow, qui est une librairie open source qui permet de gérer justement tout ce processus d'expérimentation, de sélection des modèles, de publication des modèles. Donc là, en fait, j'ai juste besoin de donner le nom de mon expérience, de démarrer MLflow avec cette méthode autolog, et puis ensuite, on va pouvoir travailler. Il y a beaucoup de librairies à entraîner. Il y a une petite étape de préparation du jeu de données. Ça, c'est quelque chose de très classique dans les modèles de machine learning. On va prendre notre jeu de données initial, on va le séparer en jeu de données d'entraînement et jeu de données de test, ce qui nous permet justement de valider la qualité du modèle. Et là, vous voyez que en fait, j'utilise directement ma data frame DF Clean qui provient de la méthode Fabric Read Table. Et que je vais pouvoir utiliser directement dans mes modèles de machine learning, encore une fois, sans avoir rien eu à faire de particulier pour utiliser ces données. Ensuite, il y a un petit travail qui est fait dans cet exemple-là sur les données pour avoir des données de meilleure qualité. Et puis, on va rentrer dans l'entraînement du modèle de machine learning. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas une vidéo sur le machine learning, mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est qu'ici on va entraîner un premier modèle de machine learning de type random forest. Ensuite on va entraîner un deuxième modèle de machine learning aussi de type random forest mais avec des paramètres qui sont différents. Là on est à 8,6 alors qu'on est de mémoire à 4,4 voilà, sur celui-là. Et puis on va entraîner un troisième modèle qui lui sur un autre type. Donc d'un côté, sur les deux premiers, on a utilisé le même modèle mais avec des paramètres différents. Ici, on utilise carrément un autre modèle différent. Et puis une fois qu'on a entraîné ces trois modèles, on va pouvoir les évaluer. Donc ici, les récupérer et calculer des éléments qui nous permettent de vérifier la validité de notre modèle. Globalement, à combien par rapport à notre jeu de test, est-ce que le modèle est performant pour faire la prédiction, et puis quand il se trompe sur la prédiction, est-ce que ce sont des faux positifs ou faux négatifs, donc est-ce que le modèle se trompe plus d'un côté ou de l'autre, et puis on fait ça donc sur les trois modèles, et puis on va pouvoir ensuite choisir notre modèle. Puisque tu connais aussi les réponses aux questions, c'est ici tu vas voir ce que le modèle a prédit par rapport aux réponses que tu connais déjà. C'est ce qui te permet justement d'avoir ce tableau-là. Exactement. En fait, quand on va entraîner le modèle de machine learning, on va lui donner en fait la bonne réponse, mais la bonne réponse sur son jeu d'entraînement. Et pour le jeu de test,
le modèle de machine learning n'a jamais vu les données de test. Il ne les a pas vues à l'entraînement. Parce que si on utilise les données d'entraînement, ah oui, mais je l'ai déjà vu celui-là, je connais la réponse, mais c'est tricher. Si tu as déjà vu l'examen, les questions de l'examen, forcément, c'est plus facile. Donc là, le jeu de test, c'est un jeu de données que le modèle de machine learning n'a jamais vu auprès de l'entraînement. Et donc, en fait, on va lui donner tous les inputs qu'il a eus pour s'entraîner. On va lui demander de faire une prédiction et on va comparer cette prédiction avec la vraie donnée, la vraie valeur. Et en fait, on fait ça sur des milliers de lignes et ça nous donne statistiquement des éléments de qualité du modèle. Et donc, si vous découvrez la partie machine learning pour Microsoft Fabric, en fait, on va retrouver du coup nos modèles qui sont publiés à l'intérieur de notre workspace. Éventuellement plusieurs versions, on peut gérer les différentes versions et puis on peut venir très simplement appliquer ce modèle à des nouvelles données, notamment avec du code Python. Et donc tout ça, c'est assisté. Il y a même éventuellement un petit assistant que vous pouvez faire pour prendre une table existante et venir entraîner le modèle de machine learning. Alors là, je ne l'ai pas dans cet exemple-là, mais ce qu'on pourrait faire une fois qu'on a entraîné le modèle de machine learning, eh bien, c'est l'utiliser, faire des prédictions sur les données qui proviennent de notre sémantique modèle et venir agrémenter une nouvelle colonne à l'intérieur de notre sémantique modèle avec la prédiction. Ce qui fait qu'on utilise à la fois le sémantique modèle comme entrée pour notre calcul de machine learning, mais également comme sortie. Alors, on entend beaucoup parler de générative AI en ce moment. Et c'est des fois peut-être un petit peu loin du travail qui est demandé aux data scientists. Je vais vous montrer ici un exemple qui permet d'utiliser OpenAI pour nous aider en tant que data scientist ou data analyst. Donc je reprends ici Semantic Link pour venir charger la liste des mesures qui sont à l'intérieur d'un de mes modèles. Et donc je vais avoir le nom de la mesure et son expression en DAX. Et en fait, là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir demander à ChatGPT, à l'intérieur de Fabric, de m'écrire la documentation de toutes mes mesures DAX. Alors, pour ce faire, il y a un petit peu de préparation où, en fait, je vais créer un prompt. Le prompt, c'est en fait ce que l'on tape dans l'interface de ChatGPT, où je lui demande de me générer une documentation qu'un utilisateur business peut comprendre avec une mesure qui a un certain nom et le code qui est ici. Donc ça me crée en fait un tableau, une data frame avec l'ensemble de mes mesures DAX, l'ensemble de mes prompts. Et ensuite, je peux directement appeler OpenAI depuis mon notebook Python sans avoir à créer de service Azure OpenAI, sans utiliser de chaîne de connexion. En fait, OpenAI est automatiquement accessible au sein de mon notebook Microsoft Fabric et la facturation est faite sur la capacité Fabric. Et donc, je lance ça et puis j'obtiens donc un tableau avec le nom de la mesure, l'expression et ici, dans la colonne documentation, la documentation de ma mesure DAX. Et ça, c'est chouette. J'ai une question, et ça, c'est Chris. chouette. Ouais. Tu utilises SynapseML pour faire ça ou tu l'as fait direct, l'appel OpenAI? Alors oui, j'ai pas détaillé ça, mais effectivement, on utilise SynapseML pour. Donc SynapseML, c'est une librairie en fait qui permet de scaler l'exécution de modèles de machine learning quand on a des data frames Spark, donc quand on a un volume de données qui est important et de paralléliser les choses. Et effectivement, j'utilise SynapseML pour pouvoir faire ça. Le cas d'usage ici avec deux mesures est peut-être pas ultra pertinent, mais en fait, ça m'apporte une simplicité dans le code qui est à écrire. Je n'ai pas à faire de boucle pour boucler sur mon tableau. Je passe directement tout le tableau à OpenAI et puis il va se débrouiller et à SynapseML, il va se débrouiller pour exécuter tout ça. C'est cool SynapseML. J'aimerais bien qu'on traite ce sujet peut-être dans un autre épisode après. Super idée, Ismaël. C'est pas tombé dans l'oreille d'une chouette. Alors là, on a vu un petit peu de documentation, mais bon, avant d'écrire la documentation, peut-être que le plus important, c'est d'avoir des données de qualité. Et justement, dans la première vidéo, on a parlé de ce nouveau rôle d'analytics engineer, qui est une personne qui est à cheval entre le data analyst et les data engineers, les data scientists. Et
Alors, c'est un métier qui est nouveau, donc les rôles et responsabilités ne sont pas clairement définis, mais très certainement, s'assurer de la qualité des modèles, de la qualité des données, ça sera quelque chose qui sera de la responsabilité des analytics engineers pour les équipes qui ont des analytics engineers. Et pour cela, on va revenir du coup sur le début de la démo que l'on avait fait dans la première vidéo, où en fait on avait lu les métadonnées, donc tout simplement aller lire les tables, lire les mesures, lire les colonnes, etc. Et on va voir en fait qu'on peut faire des choses un petit peu plus avancées, notamment voir les dépendances qu'il peut y avoir entre deux tables et les informations de qualité sur cette dépendance. Une fois qu'on a récupéré en fait ces dépendances, et on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir afficher un graphe des dépendances pour comprendre en fait quelles entités dépendent les unes des autres en termes de qualité des données. Et puis on va pouvoir faire des choses un petit peu plus avancées. Ici, c'est un exemple en fait où j'essaie de calculer les violations de dépendance. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une référence entre deux tables et puis j'essaie de voir est-ce qu'il y a des données en fait qui n'honorent pas l'intégrité de référence entre ces deux tables. Et donc ici, on a un exemple qui est tout bête, mais je suis sûr que dans vos datasets, vous avez ce genre de choses. On a en fait un code postal et puis on fait un mapping entre par exemple le champ code postal de la table client avec une table de dimension qui contient la liste des villes et puis peut-être des informations sur la ville, par exemple pour faire du drill down, donc une table ville qui contient la ville, le département, la région, le pays, la région du monde, le continent, etc. Et là, en fait, on voit que y a des petites erreurs qui sont très faciles à spotter, à voir quand on voit un schéma comme ça, avec Battle Creek qui est fait avec ou sans un espace, Alexandria avec une faute de frappe, Oklahoma City avec le nom complet et un trigramme, ou avec d'autres erreurs qui sont un petit peu plus importantes. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire très simplement. Il y a aussi des librairies Python qui existent. On a par exemple sur le blog un article qui parle de Great Expectations, qui est une librairie en fait qui permet de définir des tests à jouer sur nos données pour nous assurer que nos données répondent aux critères qu'on a nous-mêmes définis. Alors là, on vient de voir un certain nombre de choses que l'on peut faire pour assurer la qualité des données, mais on a des fois besoin, soit justement pour travailler sur la qualité des données, soit pour, en tant que data scientist, récupérer la donnée dont on a besoin, faire des choses comme exécuter une mesure d'axe, regarder le type de mode de stockage en fait, d'une table dans un modèle sémantique. Et Romain, je crois que justement, tu as une démo pour nous montrer un petit peu ces autres cas d'usage un peu avancés. Oui, et avant ça, peut-être rappeler que le Semantic Model utilise par défaut les Power BI REST API pour exécuter et interagir avec notre Semantic Model, à moins de lui préciser, et ça c'est possible, d'utiliser le XMLA endpoint, et du coup il utilisera cette interface pour communiquer. On peut voir des différents exemples où ici par exemple j'utilise du DAX pour interagir avec mon modèle. Donc j'ai été chercher la liste des datasets comme Chris vous l'a montré. Une fois que j'ai le nom de mon dataset, je lui exécute une requête ici de type DAX. Et je pourrais aussi interagir avec un autre workspace, un autre dataset et vérifier si celui-ci utilise le fameux Direct Lake mode. On a fait une vidéo sur le sujet. Ou encore, pourquoi pas utiliser une DMV qui nous indiquerait la température d'usage de nos colonnes, le fait qu'ils soient en mémoire ou non, etc., etc. Bref, on va pouvoir étendre le champ des possibles, comme pourquoi pas aussi clearer le cache lorsqu'on est en phase de développement pour vérifier la pertinence, la qualité, les performances de notre modèle sémantique. Alors Romain, tu nous parlais tout à l'heure de Direct Lake, qui est un nouveau mode qui permet au modèle sémantique d'aller chercher la donnée directement dans OneLake. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse, c'est-à-dire prendre les données qui sont dans notre modèle sémantique et les exporter dans OneLake? Alors si on a une fonctionnalité d'export
des données d'un sémantique model sur le OneLake. On peut imaginer pour des besoins peut-être de snapshot et d'aller voir la donnée telle qu'elle était il y a un mois. Et regardons du coup comment ça peut se faire. Côté notebook, je vais pouvoir exécuter via notre fameuse MP librairie un code TMSL pour exporter les données de mon sémantique model et pourquoi pas après les lire toujours avec notre librairie SMPy. Bon, et pour finir, si vous voulez apprendre un peu plus de Semantic Link, n'hésitez pas à visiter ces liens. Vous pouvez ici tout la doc et bon, des exemples pratiques de toutes les choses qu'on a regardées dans ces vidéos. Et bien sûr, si vous êtes intéressé dans tous les sujets fabriques, n'hésitez pas à vous souscrire sur cette chaîne. À bientôt, merci.